Il n'avait pas changé sa nature de colon. Donc, la néocolonisation, c'est le système qui a été mis en place pour se substituer à la colonisation qui a été beaucoup plus brutale, violente physiquement. Vous aviez dénoncé l'histoire du colonialisme qui se poursuit avec le néocolonialisme qui a vu le jour avec l'octroi des indépendances aux pays africains. Nous, on prend le temps de lire, on prend le temps de faire des recherches et on essaye de diffuser au maximum les informations pour que les gens prennent conscience que ce n'est pas par hasard que ça existe. Alors, imagine un match de foot où l'arbitre joue avec l'équipe adverse, où les règles changent en cours de jeu et où tu dois marquer des buts avec une jambe attachée. C'est un peu comme ça que Nathalie Niam décrit la situation des pays africains face à l'héritage colonial. Dans cette vidéo, elle parle sans détour du néocolonialisme, de la place réelle des pays africains dans le monde et des illusions d'indépendance. Pas de discours compliqué ici, on va décrypter ensemble ce qu'elle dit, pourquoi c'est important et ce que ça révèle sur le monde actuel. Pas pour juger, mais pour comprendre tout simplement. Donc, accroche-toi, c'est passionnant et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos d'actualité comme celle-ci. On se retrouve donc à la fin pour échanger nos idées. Lors de votre intervention à la conférence, vous aviez dénoncé l'histoire du colonialisme qui se poursuit avec le néocolonialisme qui a vu le jour avec l'octroi des indépendances aux pays africains. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce concept et nous expliquer comment le colonialisme a réussi à muter et à se pérenniser après les indépendances? Oui, volontiers. Le colonialisme, on nous parle du néocolonialisme comme si c'était quelque chose qui était tombé comme ça du ciel, mais c'est la continuité d'une domination sur nos pays. Ça avait commencé par l'esclavage qui s'est mué plus tard en colonisation et lorsque c'est devenu quasiment intenable pour nos dominateurs de l'époque, parce que avant des gens comme nous, il y a eu d'autres personnes qui ont lutté pour l'accès à l'indépendance. Il y a eu les Ruben Oumniobé, Félix Moumié, Lumumba, ils étaient partout, ils se battaient avec les moyens de l'époque et je reconnais par exemple à Ruben Oumniobé le fait d'avoir vraiment dérangé la France en allant à plusieurs reprises porter notre voix au sein de l'Organisation des Nations Unies, ce qui a fait qu'au bout d'un certain temps, dans ces instances auxquelles les Africains n'appartenaient pas à l'époque, les autres partenaires internationaux ont commencé à dire mais bon, il y a toujours ces gens-là qui viennent se plaindre de la façon dont vous gérez leur territoire. Peut-être qu'il faut envisager quand même leur donner l'indépendance, faites quelque chose. Donc c'est contraint et forcé que la France, à l'époque, a été obligée de faire un geste. Et c'est ainsi qu'on nous a donné les indépendances. Mais les indépendances qu'on a eues ne sont pas, par exemple, comparables à la déclaration d'indépendance des États-Unis, où les opprimés se sont assis et puis ont déclaré, vous nous avez fait ça, 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 ça et ça, et en conséquence, nous n'acceptons plus cette situation et nous déclarons aujourd'hui souverains, libres de toutes attaches. Nous, c'est un document administratif qui a d'ailleurs, dans plusieurs cas, été passé entre deux membres du même gouvernement. C'est-à-dire que Félix Houphouët-Boigny était ministre en France pendant qu'on nous donnait l'indépendance. Donc c'était des indépendances fictives. Et comme on ne pouvait plus appeler ça colonisation, puisqu'il y avait quand même un acte administratif qui faisait non pas une indépendance, mais un transfert de compétences, on a préparé tout un système pour combler la colonisation brutale et violente qui existait par un système qui était beaucoup plus insidieux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plus perverse, plus vicieux, où on disait mais non, mais vous voyez, maintenant c'est vous qui avez le droit de faire, voilà des Africains qui sont dans ces fonctions-là, sauf que ces Africains-là, bon, c'était des exécutants, mais le colon avait changé de couleur. Il n'avait pas changé sa nature de colon. Donc, la néocolonisation, c'est le système qui a été mis en place pour se substituer à la colonisation qui a été beaucoup plus brutale, violente physiquement.
Et ce système-là est beaucoup plus insidieux. Il passe par des accords qui ont été passés dans les domaines économiques, dans les domaines culturels, dans les domaines politiques, dans les domaines militaires, sécuritaires. Et malheureusement, nous avons eu des dirigeants qui ont joué le jeu, qui n'ont pas été suffisamment soit courageux, soit smart, je n'en sais rien, mais qui n'ont pas dit, OK, ils me donnent des compétences, une fois que je les ai, je redonne ce qu'il faut, je redonne la liberté à mon peuple. Ils ont préféré être là et être les relais, les laquais du colonisateur. D'accord. Et il y a quand même une question que j'aimerais bien vous poser parce que quand on écoute les débats dans les médias français en particulier, il y a beaucoup, qui se disent historiens de la colonisation, ainsi de suite, et qui affirment que la France-Afrique est un fantasme. Elle n'a jamais existé. Donc, la question, c'est la France-Afrique n'existe plus ou elle n'a jamais existé, pourquoi les dirigeants français éprouvent-ils le besoin de répéter à qui veut entendre qu'elle fait partie du passé? Justement, je veux dire, ce n'est même pas moi qui contredis leur narratif à ces historiens ou experts. Vous savez, moi j'ai beaucoup aimé écouter ces présidents que vous avez cités, Sarkozy, Hollande, maintenant Macron, parce que nous passons notre temps à décrier le phénomène de la France-Afrique. Et chaque fois, on nous dit que nous sommes des menteurs, que ça n'existe pas, que c'est un fantasme, que c'est des bobards, c'est des élucubrations. Et puis, il y a le monsieur qui paye ces gens qui nous disent ça, qui vient dire « ce système est obsolète, il doit mourir ». Ah bon, lui aussi c'est un menteur, lui aussi il parle d'un fantasme. Non, ils sont gênés parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus cacher la réalité. On ne peut plus cacher la réalité. Moi, j'aime bien, comme par la dernière intervention de Macron avant sa tournée des plantations en Afrique, m'a plu parce que je me suis rendu compte qu'en fait, Emmanuel Macron répondait aux arguments que nous portons. Moi et d'autres personnes qui sont dans ce combat de l'émancipation. On a dénoncé la France-Afrique dans sa dimension business en disant qu'il y a des monopoles protégés. Il a dit la même chose. Il a dit il faut maintenant qu'il y ait de la concurrence. On est arrivé dans un monde où les monopoles protégés ne peuvent plus exister. Il a même ajouté que souvent les entreprises françaises qui avaient des monopoles protégés ne fournissaient pas du travail de qualité et avaient des attitudes méprisantes envers les décideurs de nos États. Il a dit oui, mais si vous continuez d'emmener des N-1 ou des N-12 pour aller parler au président africain, il faut changer cette façon de faire. Je ne peux plus vous défendre si vous agissez comme ça. Donc, le mépris, la mauvaise exécution inhérente au monopole protégé qu'ils avaient, il les a reconnus comme ça en direct lors de sa conférence de presse. Moi, j'ai apprécié. Comme ça, la prochaine fois qu'on me dira que je raconte des conneries, je n'aurai plus qu'à dire, bon, allez écouter le discours de Macron. Si moi, ça vous plaît pas, lui, il dit la même chose. Ils se contredisent en permanence. Ils ont le besoin de nous ostraciser, de décrédibiliser notre parole, mais en même temps, la vérité s'impose. Nous ne sommes plus dans les années 40 ou 50. Aujourd'hui, et vous parliez de mon intervention lors de la conférence, aujourd'hui, il y a des archives, il y a des documents qui sortent, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui témoignent, qui osent, parce que on a quand même réussi à enlever la peur quand même chez certaines personnes. Et donc, ça devient difficile de nier l'évidence. Donc, les experts, entre guillemets, qui foisonnent sur les plateaux français, me font bien sourire puisque leur patron entérine notre discours et admettent qu'il faut changer. Enfin, l'admettent devant les micros et devant les caméras. En fait, on est en train de réinventer chaque fois la France-Afrique. On arrive, on dit la France-Afrique est morte, mais dès qu'on sort de là, on arrive et on crée de nouveaux mécanismes. À ce titre, j'aime bien une expression d'un ancien combattant pour la liberté, un grand homme politique. Peut-être que vous le connaissez, Monsieur Aït Ahmed.
Hussein Atemed, algérien, et qui a une assez bonne formule pour décrire ça, c'est changer pour que rien ne change. J'ai dit à Sochi, dans mon fameux discours, il y a 4 ans, j'ai dit « La France avance sans bouger ». Je pense que ça rejoint effectivement ce que Aït Ahmed avait dit sans que je ne le sache. Alors maintenant, j'aimerais qu'on passe justement aux détails. Oui. Parce que c'est très très important. Le France-Afrique, comme j'ai aimé beaucoup ce que vous avez dit tout à l'heure, est un système. Oui. C'est un système qui a ses institutions, tout à fait, qui a ses entreprises, qui a ses circuits de décision. Ce n'est pas juste une parole, disons, dans les nuages qui relève de l'idéologie. Et on peut en citer déjà le franc CFA. Moi-même, j'ai lu les accords qui ont été signés justement lors de la création du franc CFA. C'est hallucinant de voir qu'à ce jour, ils sont d'abord, c'est la France qui est la garante du franc CFA, qui impose le taux de change, la transférabilité des fonds, la priorité sur la transférabilité des matières premières, et ainsi de suite. Alors, dans votre discours, vous avez indiqué justement que ce colonialisme, cette France-Afrique, a un volet politique, un volet économique, un volet militaire, un volet culturel et social. Avant d'ajouter une phrase qui est très importante, vous avez dit que la falsification, pour chacun de ces aspects, a eu un discours précis dans lequel les Africains baignent encore. Alors, pouvez-vous nous donner un exemple justement, soit de la politique, de l'économie, du militaire, ou surtout du culturel, parce que les autres aspects ne sont que les corollaires du culturel. Oui, il y a même d'ailleurs toute une foultitude de discours pour chacun de ces éléments, mais je vais vous en prendre brièvement quelques-uns. J'en ai parlé lors de la conférence. Aujourd'hui, les gens découvrent en Afrique ce qu'on appelle le rôle de porte-plume au sein de l'ONU. On dit mais c'est quoi un porte-plume? Il y a des conférences sur le Mali, sur le Centrafrique, sur tous les pays qui ont des conflits en Afrique. Tous les 3 mois se réunit le Conseil de sécurité et là-dedans sont présentées des résolutions et qui sont adoptées et puis qui sont ensuite exécutées. Ces résolutions, imaginez-vous, ce n'est pas le pays qui a le problème qui les rédige. Ce n'est pas lui qui dit je connais la nature des problèmes auxquels je suis confronté, donc voilà ce dont nous avons besoin, voilà ce que je vais rédiger. Non, c'est la France ou l'Angleterre, enfin les deux puissances coloniales, généralement les États-Unis quand il s'agit de la Syrie et du coin là-bas. Ce sont les anciennes puissances coloniales qui ont la prérogative d'écrire les résolutions ou les communications du président du Conseil de sécurité. Ce qui s'explique, d'ailleurs, ce n'est pas l'ONU, le FMI, la Banque mondiale ont été créés en 1945. En 1945, nos États n'existaient pas dans leur forme souveraine d'aujourd'hui. C'était soit des colonies, soit des territoires sous tutelle, c'était voilà. Et donc quand on crée l'ONU, quand vous regardez les statuts, les gens n'aiment pas lire. Vous avez lu les statuts de création du franc CFA. Quand vous allez lire les statuts de la création du FMI ou de l'ONU, il est écrit dedans que les pays parlent et prennent des dispositions pour que l'ordre règne dans leurs colonies, leurs territoires d'outre-mer, etc. Et on a gardé le même. Ça n'a pas évolué. Donc c'est toujours cet instrument construit au moment de la colonisation qui est appliqué aujourd'hui, alors qu'une foultitude de pays en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, ailleurs, ont acquis l'indépendance à un moment donné. C'est juste une précision encore pour rajouter, ce que en général les Occidentaux appellent le droit international. Oui. C'est en fait le droit que les anciennes puissances coloniales et impériales ont façonné, et auquel ils s'attachent encore et qu'ils refusent de changer. Et qu'ils appliquent, d'ailleurs, on le voit avec la Russie, à géométrie variable. Absolument.
parce que quand le droit international ne leur convient pas, ils font des usages ou des applications du droit international à leur faconde. Donc, le droit international, en fait, c'est la raison du plus fort. Le problème aujourd'hui, c'est que le plus fort n'est plus nécessairement celui qui était fort au sortir de la guerre. Et ces tremblements, on appelle ça le conflit d'une puissance hégémonique qui est en phase de déclin, avec un monde ascendant qui veut s'émanciper. C'est un peu la guerre entre Sparte et la Grèce à l'époque, le piège de Thucydide dont on parlait. Donc il y a ce narratif-là qui continue dans le monde politique à justifier que ce soit la France qui présente les résolutions sur le Mali, sur le Centrafrique. Or, aujourd'hui, la France est partie prenante du conflit. Absolument. La France qui présente les résolutions est une partie prenante du problème. Elle est en conflit avec l'État. On ne peut pas accepter cela. Et moi, à ce moment-là, vraiment, je souligne aussi la responsabilité de nos chefs d'État, la responsabilité de nos intellectuels. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire connaître ces affaires-là. Comme on n'aime plus beaucoup lire de nos jours, nous, on prend le temps de lire, on prend le temps de faire des recherches et on essaye de diffuser au maximum les informations pour que les gens prennent conscience que ce n'est pas par hasard que ça existe. Le franc CFA, c'était pour remplacer les pertes que les esclavagistes avaient à la fin de l'esclavage. Il fallait, maintenant, Bonaparte disait, bon, j'ai mes esclavagistes, les grandes familles qui avaient des plantations et tout ça. L'esclavage est terminé, ils vont perdre des revenus puisque les esclaves seront libérés. Comment est-ce qu'on va faire? Écoutez, on va aller essayer de créer une banque qui va financer des choses et on a créé la Banque du Sénégal à l'époque. C'est de là que sort le franc CFA. Si vous allez sur le site de la BCEAO, vous cliquez dans le tag Histoire. Et on vous raconte tout ça. C'est pas Nathalie qui se lève et puis qui invente. C'est leur propre histoire qu'ils écrivent. Le franc CFA, c'est un franc qui a été créé pour combler le déficit financier non pas des esclaves, mais des détenteurs d'esclaves qui ont perdu du business à la fin de l'esclavage. Dans le niveau culturel, là c'est encore pire parce que il y a le niveau culturel. Je vais prendre deux exemples, les musées et les médias. Les musées... Et l'éducation. Bon, l'éducation, alors c'est une catastrophe. C'est-à-dire que je trouve d'ailleurs que tous ceux qui aujourd'hui parlent contre ce système ou contribuent à démonter ce système, s'ils sont issus du système éducatif africain, ont beaucoup de mérite. Parce que ce qu'on nous apprend à l'école n'a rien à voir avec la réalité historique que nous avons vécue, que nous avons traversée. Quand vous entendez quelqu'un parler de la libération de la Guinée, par exemple, quand vous lisez les livres, ce qu'on nous dit dessus, de temps en temps dans certains de nos livres, sur le nom de Sékou Touré, etc., et comment ça s'est passé, et que vous écoutez ce que... Il y a encore des gens qui vivent, qui ont vécu cette époque ou qui étaient enfants et qui peuvent en parler, mais c'est deux histoires totalement différentes. Quand vous prenez les luttes d'indépendance au Cameroun, mais elles sont passées sous silence. La guerre de libération du Cameroun, qui a eu plus de 300 000 morts, il n'y a pas une famille au Cameroun, je dis bien il n'y a pas une famille qui n'a pas au moins perdu un membre dans cette guerre d'indépendance. Quand Pierre Messmer venait sourire aux lèvres, recréer les camps ils appelaient ça les camps de regroupement au Cameroun pour ceux qui se battaient contre l'indépendance. C'était une formule peu... Non, il le disait même avec le sourire en disant on s'est inspiré des camps de concentration. Ouais. C'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit, il y a des documentaires. Donc, quand eux, ils parlent de l'histoire, et qu'ils travestissent des pans entiers de l'histoire, ou bien qu'ils les passent sous silence. Vous savez, le problème qu'on a aussi en Afrique, c'est que nous avons une tradition orale. En Afrique, en général, c'est pas ce qui est écrit. On se transmet les choses par l'oralité. C'est d'ailleurs pour ça que ce que nous faisons aujourd'hui, parler à la radio ou faire des vidéos, ça circule beaucoup mieux parce que les gens sont habitués à l'oralité. Nous racontons notre histoire. Mais tant que ce n'est pas écrit,
ça compte pas dans D'accord. le monde tel qu'il existe. Donc on nous enseigne une histoire qui n'est pas la nôtre, qui glorifie ceux qui nous ont battus, ceux qui nous ont volés, ceux qui continuent de nous voler. On nous met en place des médias et on dit si ça ne passe pas dans ces médias, c'est que ça n'est pas crédible. On dit ça au monde extérieur. Si vous voulez entendre parler de l'Afrique, il faut allumer tel média ou regarder telle télé ou lire tel journal. Et malheureusement, beaucoup de nos décideurs endoctrinés adhèrent à ce narratif et donc pensent que quand ils doivent parler de leur pays, il faut qu'ils aillent dans le média du colon. Or, des organes comme RFI, France 24, sont des organes qui font partie de l'organigramme du Quai d'Orsay. C'est le ministère français des Affaires étrangères. Ils portent la parole et la politique de la France à l'extérieur. Comment vous pouvez penser que ceux-là vont vous dire la vérité, alors qu'ils cherchent à vous dominer, à vous garder sous leur coupe? Difficile. Et justement, pour rebondir avant la fin de cette première partie, sur ce que vous venez de dire, dans la situation internationale actuelle, donc la France qui se trouve dans de grandes difficultés économiques, énergétiques, politiques et sociales, pourrait-elle vraiment songer à mettre fin au système de la France-Afrique dans tous ses aspects, comme le disent les chefs d'État? Maintenant, moins que jamais, la France politique n'a jamais réfléchi à comment substituer le système de domination qu'est la néocolonisation ou la France-Afrique par un système de coopération. Les Anglais ont été beaucoup plus malins et se sont dit à un moment donné, bon, il faut changer quelque chose, on va essayer de faire de notre précaré un marché avec qui on va pouvoir échanger. Et c'est comme ça que l'Angleterre, puissance coloniale, vous la retrouvez aujourd'hui moins riche d'ailleurs que les États-Unis, que le Brésil, que l'Inde, que des endroits où ils ont été. La France n'a jamais, ils n'ont pas la capacité intellectuelle à pouvoir envisager un monde dans lequel ils doivent redéfinir leurs sources de confort, leurs revenus, etc. Donc, ce qui se passe en France actuellement va au contraire accroître leur besoin de verrouiller le précaré france-africain. D'accord. Et à ce titre, je rappelle juste ce qu'a dit Christine Lagarde, en sa qualité de ministre de l'économie en 2010, c'est-à-dire c'est l'actuelle présidente ou gouvernante de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Donc, concernant, dans une déclaration à Jeune Afrique, concernant justement le fonctionnement du franc CFA. Je rappelle que les pays membres de la zone CFA sont obligés de déposer des réserves à la Banque de France pour qu'ils reçoivent en contrepartie le papier qui s'appelle franc CFA et dont 1 euro vaut 657 francs CFA. Donc voilà ce que dit Christine Lagarde. En 2010, ça n'a pas changé, à Jeune Afrique. Historiquement, l'obligation était de 65%. Ce n'est pas vrai, c'était de 100%. Ça a changé après de 65%, mais elle est de 50% actuellement pour les deux zones économiques, donc du franc CFA, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, depuis 2005. Donc, en contrepartie, il y a une garantie de convertibilité que l'on accepte d'honorer. Voilà, donc je laisse les auditeurs juger par eux-mêmes. Dans votre locution à la conférence parlementaire russo-africaine, vous avez mentionné les accords léonins signés avec la France et leurs effets visibles, comme les manuels scolaires, la culture, les musées et les médias, ce que vous avez tout à l'heure évoqué. Mais selon vous, il y a toute une autre partie qui n'est pas visible et qui se traduit par la dissimulation des archives et le soft power utilisé dans les coulisses des institutions, des événements et des conférences internationales auxquelles l'Afrique n'a pas accès. Je répète bien, je souligne, n'a pas accès. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce phénomène-là et expliquer à nos auditeurs comment cela fonctionne? Mais avant tout, vous pouvez rebondir d'abord sur la question de la convertibilité et de la garantie de convertibilité de franc CFA
par la France, la Banque de France. Non, je voulais juste sur la garantie de convertibilité, c'est la plus grosse arnaque qui existe. En fait, elle n'est pas appliquée. Vous savez, la garantie de convertibilité, ça couvrait les cas de figure où je me lève, j'habite en Côte d'Ivoire, je me lève, je vais faire des achats à Dubaï, et puis je paye là-bas. Et je reviens et la Banque de France rachète donc les francs CFA que j'ai dépensés à Dubaï. Elle les rachète pour les réinjecter dans le système parce qu'à Dubaï, bon, ils en ont rien à faire du franc CFA, ils n'ont pas utilité. Donc la Banque de France doit les racheter. Sauf que lorsque la France a constaté que les Africains avaient découvert que c'était beaucoup plus intéressant de faire des achats en Asie plutôt que de venir dépenser des sommes doubles, triples, quadruples en Europe pour s'approvisionner, ils ont simplement arrêté d'exercer la garantie de convertibilité. Vous ne pouvez plus utiliser le franc CFA nulle part qu'en dehors de la zone CFA concernée, parce que vous prenez vos francs CFA BCEAO, vous n'allez pas acheter une baguette de pain ou une boule d'attiéké dans l'autre zone, hein, ça n'existe pas. C'est une arnaque comme le système l'est de façon globale. Ça n'existe pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur la garantie. Alors, la façon visible et invisible, alors comment ça se passe? Dans les réunions internationales, on fait souvent allusion, je pense que beaucoup de gens, entre-temps, ont entendu parler, par exemple, de la conférence de Berlin. Ce qu'on dit à la conférence de Berlin, l'Afrique n'était pas présente. Donc, des gens se sont assis autour d'une table et ont décidé qu'ils allaient se partager l'Afrique. C'était en 1884. 1884, ça a duré jusqu'en 1885. Ils ont partagé l'Afrique. D'ailleurs, il faut noter que la Russie était présente à cette conférence, mais qu'elle n'a pas du tout participé à la question du partage de l'Afrique. Elle a dit ça m'intéresse pas. C'était les puissances coloniales de l'époque qui étaient là. L'Afrique n'était pas là-dedans, mais la Russie y était. C'est ce que j'ai dit lors de ma conférence. Ils étaient dans la salle. Ils n'ont pas pris un seul morceau du continent, ils ont dit ça ne nous intéresse pas, ça ne nous concerne pas, mais ils savent ce qui s'est dit là-bas. Quand ils ont été à Yalta pour créer l'ONU, l'Afrique n'était pas là. C'était les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale qui étaient là. Donc, quels sont les accords il y a ce qu'on voit, ce qui est écrit dans les statuts, mais comment s'en est arrivé là? Quelles concessions ont été faites? Lesquelles n'ont pas été faites? On ne sait pas. Monsieur Lavrov nous a levé un petit bout du voile, et c'est sur ça que moi j'ai rebondi lors de la conférence. Lorsque récemment, dans de récentes interviews, le ministre des Affaires étrangères russe a par exemple dit que Monsieur Borrell et Monsieur Le Drian étaient venus le voir lors d'une conférence pour lui dire que mais il faut arrêter de soutenir le Mali et d'envoyer des gens au Mali. Le Mali, c'est chez nous. Alors, quand le ministre des Affaires étrangères russe nous dit ça s'est pas passé devant les caméras, c'est dans les couloirs de l'ONU, c'est dans les couloirs du FMI, c'est dans les couloirs du G20, etc., que ce genre d'accords ou de tractations se font. Certaines fois, les partenaires disent OK, on vous laisse faire, mais en contrepartie, vous venez pas nous embêter du côté de la Syrie, du côté de l'Irak. Il y a des tractations qui se font. L'Afrique n'est pas là. Quelles sont la teneur de ces deals qui se passent loin de toute l'attention médiatique? Si on dit qu'on est aujourd'hui des alliés, qu'on subit les mêmes problèmes, alors je pense qu'il faut qu'on puisse se dire la vérité et que ceux qui ont l'information viennent nous la communiquer pour que nous ayons des armes encore plus scientifiques pour démonter le narratif que l'on essaye d'imposer sur l'Afrique au monde. Vous voulez aller chercher de l'argent, chercher de l'aide ou des fonds auprès du FMI ou de la Banque mondiale, vous n'avez aucun problème. Je vais prendre l'exemple de la Centrafrique. La Centrafrique est le meilleur élève de la Banque mondiale dans la zone CEMAC. Ils appliquent les décisions, ils font les rapports, ils font tout. Mais bizarrement, on ne leur donne pas les moyens de compter. On ne récompense pas la bonne attitude. Pourquoi? C'est parce que par derrière, la France va et
parlent dans les couloirs aux autres administrateurs, ceux qui donnent l'argent, en leur disant non, mais eux, il faut pas, etc. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Il faut qu'on arrive à mettre ce système sous-jacent, ce système insidieux, pervers, parallèle. Et c'est un système qui est inscrit dans les statuts du FMI, hein. Article 31G de mémoire des statuts de création du FMI. Vous allez le regarder. On dit, parce qu'ils ont été créés en même temps que l'ONU, hein, que les territoires, la puissance coloniale, celle qui a des territoires, des colonies, etc., c'est elle qui parle à la place de ces... Oh non. Eh ben, ils continuent de perdurer. C'est pour ça que je dis, il faut détruire chacun de ces systèmes. On peut pas dire qu'une réformette puisse changer quelque chose. Il faut carrément réécrire de nouveaux statuts. Ça reflétait, le modèle qui existe aujourd'hui reflétait une réalité politique de 1945. Elle n'est plus du tout la réalité politique de 2023. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de se dire que ce n'est pas si on donne un siège au Conseil de sécurité à l'Afrique que ça va changer quoi que ce soit. Ça va rien changer du tout. Certainement. Ça ne va rien changer du tout. Le fonctionnement du Conseil de sécurité doit être revu. Les rapports de force du Conseil de sécurité doivent être revus. Vous avez aujourd'hui... À ce titre d'exemple, on peut citer combien de fois le Conseil de sécurité a voté une résolution et tout de suite après, elle a été sans non, alors il y a des pays dans le monde comme Israël qui peuvent... Israël, non, mais je dis comme. Ouais. Je dis comme. Mais il y a même les États-Unis concernant l'Irak, concernant la Libye. Selon que vous êtes protégé. C'était juste pour dire que même au sein du Conseil de sécurité, pour dire que voilà, c'est pas le fait de donner le siège permanent, mais il y a aussi le poids. Ça n'apportera rien du tout. Je vais vous dire, si on me posait la question, je suggérerais non pas qu'on donne un siège à l'Afrique au Conseil de sécurité, mais qu'on mette fin au statut de membre permanent avec droit de veto. Ce statut-là se justifiait parce que c'était les gagnants de la guerre à l'époque. Et on se disait, comme c'est eux qui ont fait la guerre et qui l'ont gagnée, ils ont compris comment on doit faire pour éviter une troisième guerre. Et donc on leur a donné, ils se sont donné un statut. Mais si aujourd'hui vous partez du principe que l'Organisation des Nations Unies est une organisation dans laquelle tous les pays sont souverains et égaux, alors il faut mettre en place simplement le système de un pays, une voix. Vous pouvez garder 15 membres, vous pouvez garder la méthode tournante, tous les 2 ans, les membres changent, mais il n'y a plus de membres permanents. C'est-à-dire que vous pouvez arriver à un moment, à un jour où vous avez le Conseil de sécurité qui n'a ni la France, ni la Chine, ni la Russie, ni le Royaume-Uni, ni les États-Unis qui sont membres du Conseil, mais vous avez des pays qui sont là, vous avez la Namibie, vous avez le Liechtenstein, vous avez je sais pas quoi, qui sont dedans. Et si les grandes puissances, entre griffes, ont envie de faire pousser des dossiers, eh bien, ils devront utiliser de la négociation, ils devront utiliser de la conviction et non pas imposer. Et puis, il n'y a rien qui se passe. Donc, il faut qu'on soit un peu plus créatif et il faut qu'on assume qu'aujourd'hui, les États-Unis, ne pèsent pas plus que Vanuatu. Au sein du Conseil de sécurité, on est tous des pays. On est tous des pays indépendants, soi-disant. On relativise un peu, mais sur le papier, on est des pays indépendants. Donnons-nous les moyens de réécrire toutes ces institutions. D'accord. Vous avez aussi évoqué une question que j'estime est extrêmement importante, c'est celle des archives. La confiscation des archives. Et pas uniquement ceux de la colonisation. Même ceux qui ont, d'avant la colonisation, ont été confisqués. Je prends l'exemple, par exemple, de l'Algérie, dont je suis originaire. Même les archives de la période ottomane, qui n'a rien à voir avec la présence française, ont été confisquées. Est-ce que ce n'est pas une façon de confisquer la mémoire? Absolument. Et faire en sorte des gens qui ne connaissent pas leur histoire, des objets faciles à dominer. Mais absolument. Le fait de méconnaître son histoire vous place dans la position de la voir se répéter à l'infini.
on vous ampute de connaissances qui expliquent pourquoi les choses sont arrivées, comment elles sont arrivées, quand elles sont arrivées, par qui elles ont été exécutées. Vous ne savez pas. Donc, on peut venir vous raconter tout et remettre en place les mêmes mécanismes à l'infini. Vous ne le saurez pas. C'est quelque chose qui est extrêmement violent, je trouve, et extrêmement condamnable. Et c'est pour ça que si les puissances coloniales, dans les diverses parties du monde, comme vous dites, c'est pas seulement en Afrique ou en Afrique subsaharienne que ça se passe partout et ça se passe à différentes époques. Mais ceux qui ont les archives ont le devoir de les rendre publiques et accessibles. Et pas de la façon pernicieuse et vicieuse dont le fait Monsieur Macron. Parce que là, j'ai le goitre, là, comme on dit. Quand il s'agit de Thomas Sankara, on vient nous dire, on va vous ouvrir les archives. Et puis, on transmet des cartons d'archives, mais on dit, mais le dernier carton, là, les derniers cartons, là, non, c'est à l'Élysée, on donne pas. Donc, c'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent bien nous donner. Dernièrement, il est venu au Cameroun et il a dit, on va mettre en place une commission qui va aller étudier les crimes coloniaux ou la période coloniale. Et puis, il rentre à Paris et il met en place sa commission mixte, mais tout seul. Et il désigne à la tête de la commission, pour la France ou du côté français, une chercheuse historienne. Et pour le côté camerounais, il désigne un chanteur. Bon. Qu'est-ce que ce chanteur va pouvoir apporter dans le débat, la recherche historique sur les crimes coloniaux? Je ne sais pas. Quand le New York Times fait toute une série sur la situation à Haïti coloniale, la dette coloniale française, la dette odieuse française sur Haïti, ils se sentent obligés, c'est des choses dont on parle depuis longtemps, mais comme c'est le New York Times qui a fait toute une série dessus, qui a mis des chercheurs, des journalistes et tout ça, ils sont obligés de réagir. Ils vous disent, bien, on va mettre en place une commission, c'est nous qui allons choisir les chercheurs et les personnes qui vont accepter pour étudier cette question. Non, ce que nous demandons, c'est de rendre publiques les archives. Si quelqu'un de l'Ouzbékistan, si quelqu'un de l'Afrique du Sud, si quelqu'un de Mars a envie de descendre avec son ovni pour venir étudier les archives, ils n'ont qu'à venir étudier les archives. Tout le monde doit y avoir accès et chacun peut ensuite en faire l'interprétation et la diffusion qui lui sied. Voilà ce combat. Il y a des combats comme ça qu'on ne connaît pas vraiment, celui pour les archives et celui pour les réparations, qui doivent maintenant monter en puissance partout. Mais il y a aussi des archives qui sont extrêmement importantes parce que ce que on fait en sorte d'oublier, prenons l'exemple de l'Algérie, la guerre d'Algérie est finie pour l'armée française, certes, mais elle n'est pas finie pour les Algériens. Pour les Algériens, il faut rappeler que l'armée française avait planté 11 000. Les mines. 11 000. Oui, 11 millions de mines, oui. Entre 10 et 11 millions de mines antipersonnelles dont elle a ouvert les archives qu'en 2007. Et vous savez que les mines bougent à cause de l'érosion des sols. Mais il y a pire. Il y a les essais nucléaires. Il y a eu beaucoup d'essais nucléaires dont les nuages radioactifs se sont propagés dans toute l'Afrique et atteignant même le sud de l'Europe. Et actuellement, comme il n'y a pas eu d'ouverture d'archives, il n'y a pas eu de décontamination des sols, à ce jour, le danger persiste et il peut même menacer l'Europe à cause des vents de sable et la sécheresse. Alors, après avoir entendu tout ça, une question se pose. À qui profite vraiment cette soi-disant indépendance? Les institutions internationales sont-elles réellement neutres vis-à-vis de l'Afrique? Et surtout, que faudrait-il pour qu'un continent riche en ressources devienne enfin maître de cette décision économique et politique? Est-ce qu'on doit repenser notre rapport à l'histoire? Est-ce que l'accès aux archives pourrait réellement changer la donne pour les nouvelles générations? Et toi, qu'est-ce que tu en penses vraiment? Dis-moi tout ça en commentaire, je prendrai le temps de répondre à chaque message comme toujours et surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater donc les prochaines vidéos. Ici, on observe, on analyse, on échange et sans parti pris. À tout de suite.